Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Tatiana Alexandrova, enseignante à l'UGA et co-responsable de la section FLE du Master didactique des langues parcours français langue étrangère. J'ai l'honneur de vous présenter la première intervenante de la journée, Marie Laparade, que je remercie vivement pour avoir accepté notre invitation. Depuis 2004, Marie est formatrice en atelier sociolinguistique. Elle est conseillère technique et pédagogique et cofondatrice du réseau des acteurs de la dynamique des ASL. Depuis 2014, Marie est également formatrice au musée du Louvre. Son intervention portera aujourd'hui sur le thème suivant: utiliser les arts culturels comme moyen et support d'apprentissage de la langue dans les ateliers sociolinguistiques. Je vous laisse la parole, Marie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir sur ce forum. Donc, comme l'a dit Tatiana, j'ai plusieurs fonctions, plusieurs casquettes, mais toutes ces fonctions en fait ont un point commun, c'est l'apprentissage du français. Alors, je travaille avec des publics en Seine-Saint-Denis, des publics migrants qui ne sont pas étudiants, et donc la question effectivement du niveau peut se poser, mais en fait ne se pose pas vraiment pour ce qui est de l'apprentissage autour de l'art. Et donc, effectivement, j'ai des publics qui peuvent être très débutants à l'oral, débutants à l'écrit, mais voilà, ça ne m'empêche pas de travailler et de m'appuyer sur l'art et surtout les espaces culturels pour favoriser cet apprentissage de la langue. Alors, j'ai eu quelques fois l'opportunité de travailler avec des artistes, mais le plus souvent, en fait, j'utilise surtout les œuvres et les espaces culturels comme les musées, les théâtres, comme moyen et support d'apprentissage. Alors, je vais d'abord présenter le travail que j'ai fait en lien avec le théâtre, puis les musées et d'autres actions où des artistes sont intervenus. Alors, je vais partager mon PowerPoint. Alors, pour rappel, en fait, au cas où vous ne seriez pas très familier de ce que recouvre en fait le terme atelier sociolinguistique, il s'agit d'une démarche actionnelle et interactive d'apprentissage de la langue. On interroge les besoins communicatifs des participants pour concevoir le programme d'apprentissage. Le but étant de leur permettre d'atteindre une autonomie sociale et communicative suffisante pour agir en tant qu'acteurs sociaux dans la société française. Pour résumer, je dois me faire soigner, je vais où? Comment fonctionne le système de santé? Qu'est-ce que je dois comprendre et dire? Lire et écrire lorsque je me rends à l'hôpital ou chez le médecin, et quels sont les codes sociaux à respecter? Donc, évidemment, dans le cadre de ces ateliers, et Béatrice le signalait tout à l'heure, on travaille beaucoup sur l'appropriation des espaces sociaux en lien avec la santé, l'administration, l'école ou encore autour de questions liées à la mobilité, mais aussi, et pour moi c'est tout aussi important, de travailler sur les espaces culturels, même si les besoins ne sont pas formulés faute de connaître ou de se déplacer dans ces espaces. Donc, de la même façon, pour un espace culturel, les questions seront les mêmes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce que je vais y voir? Qu'est-ce que je vais devoir comprendre? Comment exprimer mon avis ou mon ressenti? Quels sont les codes attendus? Et surtout, ce qui me paraît important dans le cas de ce travail, c'est de montrer à nos participants qu'ils sont légitimes dans ces lieux, que ces espaces culturels sont également pour eux, qu'ils n'en sont pas exclus. Et c'est évidemment là, c'est à nous, formatrices et formateurs, d'être force de proposition, parce que évidemment, ça ne va pas être un besoin énoncé de la part de nos participants. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur les ASL, vous pouvez aller sur le site du RADIA, donc l'organisme de formation où je travaille, et vous trouverez donc plus d'informations. Alors,
Je vais commencer par ce que je fais au théâtre. Alors, j'ai la chance à Aubervilliers d'avoir un partenariat très fort avec le théâtre de la commune, qui a été un des premiers théâtres à se monter dans la banlieue parisienne. Au sein de ce théâtre, il y a une personne en charge des relations avec les associations que l'on peut solliciter, ce que je fais très régulièrement, et ça me permet entre autres d'aller visiter le théâtre en amont avec les participants pour leur faire découvrir l'espace, pour les mettre en confiance dans cet espace qu'elles n'ont jamais l'habitude, alors je dis elles parce que j'ai beaucoup de femmes, qu'elles n'ont jamais l'habitude de fréquenter, pour se sentir plus à l'aise ensuite quand je vais leur proposer de venir assister à un spectacle. Cette personne m'aide également pour choisir des spectacles adaptés parce que évidemment le niveau de français n'est pas toujours très élevé et il est vraiment nécessaire de faire un choix de spectacle qui puisse que tout le monde puisse apprécier, même si on ne comprend pas tout. Hein. C'est pas parce qu'on ne comprend pas tout qu'on ne comprend pas. Et surtout, ce théâtre me permet d'obtenir, enfin, me propose la quasi-gratuité des spectacles. Bon, ils sont parfois, on nous demande parfois quelques euros, mais en fait, si les personnes n'ont pas la possibilité de payer, eh bien, ce sera gratuit pour elles. Donc, vous voyez, on avait visité les loges, c'était lors d'un spectacle et ça avait beaucoup intéressé. On avait donc vu les loges, mais aussi on avait abordé tous les métiers qui sont en lien avec le théâtre. Alors, assister, programmer un spectacle, c'est évidemment travailler sur l'histoire pour aider la compréhension. Donc, on va se servir des affiches, des flyers, des bandes annonces, tous les supports qui vont pouvoir nous permettre déjà d'anticiper sur quelle va être l'histoire, quel va être le lexique utilisé. Et donc, je propose ces sorties, de participer, enfin, d'aller voir ces spectacles depuis vraiment très longtemps. Donc, j'en ai vu beaucoup. Mais par exemple, parmi ceux dont vous voyez les flyers, je me souviens notamment d'une belle réussite avec Médée de Franca Ramé avec Ariane Ascaride. On voit Médée qui est en train d'effectuer des tâches ménagères. Petit à petit, sa colère monte, elle se plaint de sa condition de femme au foyer, de l'ingratitude de Jason et commence à préparer un repas à son homme qui ressemble de plus en plus à un bouillon d'11 heures. Elle verse des liquides qui fument. Bon, bref, on sent qu'elle va se venger et qu'elle va lui faire son affaire. Eh bien, ce spectacle a eu énormément de succès auprès de mon groupe, qui, à l'époque, je crois, était presque complètement féminin, essentiellement féminin. Et évidemment, il a donné lieu à des discussions absolument passionnées sur le rôle de la femme. Et je peux vous dire que même quand on n'a pas énormément de vocabulaire, quand on touche des sujets comment dire, intime, voilà, ça débloque pas mal la parole et en fait, elles m'en ont parlé très longtemps en me demandant ensuite si ça allait être comme la pièce qu'elles avaient vue. Mais voilà, on peut aussi proposer, enfin j'ai aussi proposé des choses très, très différentes, et notamment le spectacle Sans parole de l'après-midi d'un fun de Fia Ménard. Donc on peut vraiment proposer des tas de choses très, très, très différentes. Bien sûr, ce qui compte, c'est comment on le prépare et ensuite quelle restitution on en fait, comment on va revenir sur ce qui s'est passé.
Alors, je vais avancer. Ah oui, en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, outre l'aspect langagier, cette familiarité en fait avec le théâtre avait eu d'autres effets. Alors d'abord, au sein du théâtre, à un moment donné, deux comédiennes ont proposé un atelier théâtre, ce qu'on voit là en bas. Et là, nous étions donc venus pour la présentation et on devait faire des exercices. Bon, on n'est visiblement pas très sérieuse là en train de faire ces exercices, mais en tout cas, ça a bien fonctionné parce que plusieurs personnes se sont inscrites à cet atelier qui était donc complètement indépendant de l'atelier de l'ASL que j'animais, enfin de mon atelier. Et donc, elles ont pris de l'autonomie, elles sont ensuite allées elles-mêmes au théâtre avec les comédiennes qui ont proposé aussi d'assister à des spectacles. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très, très intéressant de permettre en fait à des personnes de s'ouvrir sur autre chose, sur d'autres activités. Et il y a eu aussi une autre anecdote assez drôle, c'est que, donc c'est la première photo, celle-ci. J'ai emmené un jour en fait un petit groupe assister à un théâtre forum utilisé dans le collège où je travaille par ailleurs. Et le principe du théâtre forum est de proposer une situation problème et d'engager les spectateurs à proposer une solution. Et là, donc j'étais venue avec un groupe qui aimait particulièrement le théâtre, puisque là, on était complètement en dehors de mes heures d'atelier. C'était le soir vers 18 heures. Et là, donc, la dame que l'on voit là sur scène, qui adorait le théâtre et qui avait vraiment découvert ça et qui assistait à tous les spectacles, s'est spontanément levée. Elle est montée sur scène devant quand même, je ne sais pas, il y avait une quarantaine de spectateurs, et pour jouer la scène. Et c'était très drôle parce que la scène présentait donc un couple ayant un ado. On était dans un collège, hein, donc le théâtre forum portait sur les problèmes parents-adolescents. Et donc, on voit un couple ayant un ado et qui voit arriver la copine de l'ado, super sexy, venant chercher son fiston. Et là, elle a fait, donc là, la scène s'est arrêtée. Et là, elle est montée donc, et elle a fait preuve d'une autorité qu'on n'aurait jamais vraiment soupçonnée en la voyant. En regardant son mari, donc le comédien qui commençait à frétiller à la vue de la gamine, elle lui a lancé un « Toi, tu ne bouges pas ». Et je crois que ça a même surpris le comédien, ça l'a un peu interloqué et elle a continué en fait à jouer sur le même registre et voilà, elle a eu un très grand succès et je sais que ça a été un grand bonheur pour elle. Alors, je continue avec les musées. Je propose beaucoup de visites dans les musées. Alors au Louvre, bien sûr, puisque je le connais très bien et que je le faisais avant d'y travailler, mais aussi au musée Guimet ou à Versailles. Donc depuis 2003, la mission Vivre ensemble réunit 37 établissements culturels qui travaillent ensemble pour aller vers les publics dits éloignés et favoriser leur venue. Donc de fait, les établissements signataires offrent la gratuité pour les groupes, des cartes professionnelles pour les formateurs, pour leur permettre de préparer les visites et des formations comme celle que j'anime et qui s'appelle Oser le Louvre. Et donc, j'y vais régulièrement. Et là encore, outre le fait de travailler le français, ça permet en fait au public de découvrir qu'est-ce que c'est qu'un musée, qu'est-ce qu'on y trouve, quels sont les codes, pour s'y sentir à l'aise. Et vraiment, voilà, j'insiste là-dessus. Vous voyez, il y a un lien là. Vous pouvez sur ce lien que nous avons tourné au Radia, qui montre comment et de quelle façon l'apprentissage du français est mis en œuvre à travers des activités ludiques dans les 3 temps. Préparation, animation de la visite
qui est animé là aussi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement une déambulation dans les salles, mais on demande en fait aux participants d'agir. Il y a des activités qui sont proposées pour les rendre acteurs en fait dans cette visite, et la restitution. Voilà. Alors, par ailleurs, donc au Radia, nous avons produit un guide avec des idées d'activités, et vous pouvez également aller sur le site du Louvre pour consulter et télécharger le kit Oser le Louvre, qui sont en fait des fiches qui donnent des idées d'activités justement de préparation, toujours bien liées au français bien évidemment, hein, de préparation pendant la visite et après la visite. Alors, voilà quelques exemples de productions que l'on a réalisées après des visites. Donc, l'idée était évidemment de mettre leurs photos, leurs témoignages, voilà, que ce soit joli. Et je sais que certaines ont gardé précieusement ces restitutions dans leur sac très longtemps et voilà, les garder vraiment avec elles. Autre chose, d'autres actions. Donc, l'année dernière, enfin cette année plutôt, non l'année dernière, j'ai initié avec une association qui s'appelle Langue et Culture des balades urbaines pour faire découvrir leur ville aux habitants d'Aubervilliers, ou bien Paris qu'ils ne connaissent pas, alors que seul le boulevard périphérique sépare les deux villes. Et ma dernière balade que j'ai faite après un confinement avait comme sujet donc le street art le long du canal Saint-Denis. Et c'était, voilà, je l'ai fait sous une forme de rallye. Donc, il y avait des questions auxquelles il fallait répondre, voilà, en observant les différentes fresques qui étaient proposées. Alors, sinon, en ce qui concerne le travail proposé avec les artistes, j'ai eu l'opportunité de travailler avec la compagnie théâtrale des Souffleurs, Commando Poétique. C'est une compagnie qui fait de multiples actions. Et là, il s'agissait de collecter des phrases, des contes, des proverbes dans la langue des habitants. Alors, il faut savoir qu'à Aubervilliers, il y a une centaine de langues qui sont parlées, et de les faire traduire par les contributeurs avant que ces textes, donc, dans leur version originale et avec leur traduction, ne soient versés au Trésor poétique municipal mondial d'Aubervilliers. C'est une action en partenariat avec les archives de la ville. Et donc, dans le cadre de mon atelier, les participants ont été invités à contribuer puis à réfléchir à la traduction de leurs paroles. Et voilà par exemple un proverbe Bambara, tant que tu n'es pas mort, la création n'est pas finie, tout est encore possible. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Enfin, dernière chose, j'ai eu l'opportunité de travailler avec une danseuse qui s'appelle une danseuse chilienne, Raquel Pavez, dans le cadre d'un projet Erasmus+, et de proposer un atelier danse. Alors, l'objectif était de s'approprier Naked Line de Pina Bausch. Et le principe est simple, apprendre une séquence de Naked, pièce composée en 82, puis proposer cette danse dans une déambulation publique, se filmer et soumettre sa vidéo à la Fondation Pina Bausch. Alors, les participantes devaient l'apprendre, ce qu'on a fait donc à Paris. Et ensuite, en Espagne, elle devait l'apprendre à d'autres groupes de femmes. Voilà. Donc, pour des raisons d'organisation, la transmission à d'autres n'a pas pu se faire. Mais je suis quand même partie en Espagne avec elle et nous avons été filmés. Alors, je ne sais pas trop si ça a été versé proposé à la Fondation parce que ce n'était pas vraiment parfait, mais nous nous sommes bien amusés. Donc, je vais vous passer juste quelques secondes. Et en tout cas, l'atelier danse que j'avais proposé à Aubervilliers, lui, a
très, très bien marché. Toutes mes participantes sont allées, se sont éclatées à faire de la danse et c'était assez génial. Donc, je vais juste vous montrer si ça part quelques secondes. Oups là, j'arrête. Voilà, donc voilà, toutes ces actions sont donc, voilà, je suis juste dans les temps. Vous voyez, toutes ces actions sont facilement reproductibles, évidemment à la condition de trouver des partenaires, mais vraiment utiliser toutes ces ressources artistiques favorise vraiment l'apprentissage et il y a aussi une revalorisation de l'image de soi. Voilà, le fait d'amener ses participants au théâtre, au musée, de leur faire des activités, elles deviennent, voilà, elles ont, je pense que d'ailleurs mes participantes sont allées largement plus souvent au théâtre que la majorité des Français. Voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai terminé. Tatiana, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation très intéressante qui donne envie, effectivement, d'exploiter des choses qu'on n'ose pas parfois faire dans nos classes de langue. On a quelques questions de la part du public et des organisatrices aussi, parce qu'effectivement, vous nous avez montré les classes, donc composées souvent de femmes. Oui. On imagine que ces femmes ont des engagements, ont des enfants, ont leur famille, donc souvent sont assez prises par ces responsabilités familiales. Comment gérez-vous ces moments organisationnels? Comment les sortir de leur quotidien, de ces responsabilités? Est-ce que quand elles vont au théâtre ou au musée, est-ce qu'elles peuvent peut-être aussi amener leur famille, leurs enfants, les impliquer dans ces Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a certaines, alors ça dépend. Il y a certaines actions que je propose également aux enfants. Par exemple, le rallye que j'ai proposé, j'ai fait participer les enfants et donc je faisais des équipes, parents, enfants, enfin voilà. Et les enfants ont bien aimé. Mais alors, très souvent, j'ai fait des propositions sur mes temps d'atelier. Ce qui fait qu'elles étaient sur leur temps d'apprentissage. Donc, elles n'avaient pas à se préoccuper de leurs enfants. Après, j'ai aussi réussi à proposer et à faire venir des personnes le soir. C'est un peu plus compliqué pour le théâtre, mais heureusement aussi dans le cadre du théâtre, il y a pas mal de matinées pour les scolaires. Et j'ai pu aussi profiter de ces temps qui étaient donc, qui se trouvaient en fait coïncider avec le temps de mon atelier et donc leur permettre de profiter de ce temps pour elles aussi. Il y a cette dimension. Hein. Quand j'ai emmené aussi des personnes en Espagne, l'idée c'était qu'elles laissent par mari et enfant à la maison pour voilà, prendre des vacances. Très bien, merci beaucoup. C'est important, effectivement, pour ces femmes de se sentir aussi libres de faire ce qu'elles ont envie de faire et de sortir de ce quotidien, je pense. On a une autre question assez générale d'un étudiant, Florent Jouet, en Master 2 à l'Université d'Artois, qui est aussi professeur de FLE à Nantes. Et il s'intéresse à la démarche interculturelle. Est-ce qu'on peut l'utiliser œuvre d'art dans l'enseignement du FLE et si oui, comment? Est-ce qu'on implique leur culture, leur langue quand on évoque ces arts différents? Pourquoi pas je me souviens d'une visite au musée Guimet où à un moment donné, effectivement, j'avais des participantes chinoises qui ont commencé à expliquer
aux autres, en fait, quels étaient les objets, à quoi ça servait. Voilà, donc on peut bien évidemment, oui, en fonction de ce qu'on choisit. Au musée du Louvre, il y a le département des arts de l'islam, donc qui effectivement parfois intéresse beaucoup les personnes qui viennent du Maghreb ou d'une zone, comment dire, plus large. Mais parfois, simplement, ils découvrent des œuvres dont ils n'ont pas du tout connaissance et une culture qui parfois leur est étrangère. Très bien, merci beaucoup. Une autre question sur la pratique de danse qui a intéressé pas mal de gens. Béatrice nous demande, la co-organisatrice du forum, nous demande si la danse, la chorégraphie a été pensée par les apprenants ou a été proposée par l'intervenante. Non, elle a été proposée parce que ça rentrait dans le cadre de ce projet Erasmus+, où en fait, c'était elle qui ensuite devait transmettre à d'autres. Bon, ça s'est pas bien passé, bon, pour des raisons d'organisation qui n'étaient pas très, très au point. Mais non. Mais par contre, on n'a pas fait que ça. Donc, il y avait, je sais pas, cet atelier, on l'a mené sur, je crois, au moins 6 mois, peut-être un petit peu plus, mais c'était plutôt un lieu où elles se défoulaient, voilà, où elles ont pris en tout cas beaucoup de plaisir, indépendamment de ce qui était recherché, enfin, donc la maîtrise de cette déambulation. Très bien, merci beaucoup. Une autre question d'Adélaïde, qui est enseignante au QF, qui vous demande si vous auriez des supports de vos ateliers danse en format téléchargeable quelque part. Non. C'était dans le cadre du projet de cette intervenante que vous avez tout créé. Cette pratique intéresse le public, les enseignants. Et je voulais aussi vous transmettre des compliments de Françoise Massu, magnifique, très inspirant. Nathalie Gueslan, bonjour et merci pour cette jolie présentation, formidable. Vous avez beaucoup de messages encourageants et on vous remercie vivement de cette présentation très intéressante. J'ai peut-être une autre question très pratique, moi, de mon côté aussi. Les ASL, comment ils ont survécu à cette crise sanitaire? Est-ce qu'elles ont continué? Parce que beaucoup de choses se font maintenant à distance. Mais ce public-là, est-ce que les participants ont pu continuer à interagir à distance ou est-ce que vous avez perdu contact avec eux pendant le confinement? Alors, je ne peux parler que pour mon atelier. Alors, il se trouve que moi, je n'ai pas eu à faire du distanciel trop longtemps parce que je travaille dans un collège dans le cadre d'ouvrir l'école aux parents et que nous avons eu une dérogation du rectorat, donc j'ai repris assez vite en présentiel. Mais en tout cas, pendant les 2 premiers mois du premier confinement, j'ai travaillé à distance, alors avec WhatsApp. Parce que en fait, mes participants n'étaient pas suffisamment outillés en matière d'ordinateur ou de tablette, ou bien ce matériel était réservé aux enfants qui suivaient à l'époque également à distance. Donc, écoutez, on a bricolé avec WhatsApp et finalement, en tout cas, je n'ai pas perdu le lien avec mes participantes. Je les ai toutes retrouvées au mois de septembre. Et voilà. Et quand on ne pouvait pas être ensemble, on faisait à distance. Donc, c'était possible aussi. Très bien, merci beaucoup. Et une autre question venant du public. Ce sont de beaux projets, merci. Par contre, on se demande, est-ce que le public va continuer dans leur vie personnelle à aller au théâtre, au musée?
C'est une bonne question. Alors d'abord parce que si les musées qui ont signé la charte Vivre ensemble proposent la gratuité au groupe, ensuite il faut avoir, alors il y a une grande politique hein, d'ouverture et de gratuité, mais après il faut pouvoir avoir des justificatifs tels que pouvoir enfin, avoir des justificatifs de minima sociaux, être au RSA, voilà. Et en fait, toutes les dames, en tout cas celles qui ne travaillent pas, n'ont pas forcément ça. Donc, moi, quand j'ai des places, j'en distribue, voilà, j'en donne. Donc, je sais qu'il y en a qui sont retournés avec leurs enfants, mais il y a quand même ce problème. De la même façon, au théâtre, il y a un autre problème, c'est comment choisir, comment y aller. Donc effectivement, je suis pas, je ne sais pas. Pour le théâtre, je pense que les personnes, même quand elles aimaient, venaient vraiment qu'avec moi, quoi. Je ne suis pas certaine qu'elles aient vraiment fait la démarche d'y aller toute seule, parce que ça reste quand même un endroit un peu intimidant. Il faut y aller le soir, les horaires ne sont pas forcément très faciles. Pour le musée, alors j'ai aussi un petit peu travaillé avec le cinéma, j'en ai pas parlé, mais à Aubervilliers, il y a un cinéma d'art et d'essai. Et là, en revanche, comme le cinéma avait mis en place un système de cartes avec un tarif préférentiel, là, par contre, je sais que des personnes ont continué à aller au cinéma, parfois avec leurs enfants. Voilà. Donc ça, le cinéma, oui. Le reste, le théâtre, pour certaines, elles y sont retournées avec des places gratuites. Le théâtre, je suis moins sûre, malheureusement. D'accord, ça se comprend en même temps, mais c'est déjà une belle initiation qui leur est proposée. Une autre question de Florent, celui que j'ai évoqué tout à l'heure, au tout début. Est-ce que cette démarche peut être appliquée pour les apprenants en milieu scolaire, sachant qu'il y a une contrainte de temps et de programme à finir? Écoutez, pourquoi pas ponctuellement, en fait. Moi, donc je travaille dans un collège et j'avais un projet avec la prof du PE2A, justement, pour faire des choses ensemble avec les parents de l'atelier et ses élèves. Et justement, on avait prévu des sorties. Bon, la pandémie a complètement interrompu nos projets, mais ça reste, enfin, pour moi, ça reste d'actualité dès que l'année prochaine. J'essaierai. Très bien. On verra. Merci beaucoup. Et notre question, Marie Lemouillet, vous dites à plusieurs reprises que les participantes ont pris beaucoup de plaisir. Pouvez-vous préciser ce qu'ont été les gains en termes langagiers? Alors déjà, je pense que quand ça lève des freins de timidité, quand on a envie de s'exprimer, on sait qu'une langue, en fait, on l'acquiert en parlant, quoi. Et un des freins, ça peut être effectivement de ne pas se sentir à l'aise, d'avoir peur de parler. Le fait de faire des sorties, ça permet aussi au groupe de gagner comment dire, les personnes se connaissent mieux, elles se sentent plus en affinité, ou en tout cas, voilà, elles collaborent, elles apprennent à collaborer ensemble. De toute façon, dans le cadre des ateliers de sociolinguistique, on fait beaucoup travailler les gens ensemble. Donc, la cohésion de groupe existe. Et donc, je dirais que voilà, plus on va proposer des sujets qui vont parler, euh, qui vont intéresser, et plus la production va venir, même si elle n'est pas parfaite, même si... de toute façon, dans les ateliers sociolinguistiques, on ne vise pas la maîtrise parfaite de la langue. On n'a pas le temps. On a 4 heures par semaine, on a à peu près 100-120 heures dans l'année. Donc voilà, donc on s'appuie sur les besoins, sur le fait que les personnes soient en immersion
en France, dans la société. Et je dirais que voilà, ça libère un petit peu la parole et ça fait sauter des freins. Très bien, merci beaucoup. Une question de Lucie Lopez. L'atelier théâtre était sur combien d'heures en dehors des sorties théâtrales et avec quel niveau? Combien de temps, en fait, il faut pour monter un atelier théâtre? L'atelier théâtre, Vous nous avez le parlé fait aussi. de préparer une sortie, Le fait de préparer une d'aller et de participation. restituer. Oui. Je pense qu'en gros, il y a toujours eu à peu près au moins 2 séances avant pour justement travailler à partir des documents qui sont édités, donc les flyers, enfin, tout ce qui peut exister pour permettre aux personnes de rentrer déjà un petit peu dans l'histoire, pour les aider à mieux comprendre. Ensuite, il y a donc la sortie et pareil, 1 ou 2 séances derrière pour revenir, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez compris, qui sont les personnages, quelle est l'action, enfin voilà, quel est le décor, enfin tout ce qu'on peut utiliser ensuite pour faire produire du français. D'accord. Alors, la question des niveaux, en fait, dans les ateliers sociolinguistiques, compte tenu que les personnes sont réunies par besoin et pas par niveau. Donc, en fait, on peut se trouver avec des personnes qui ne savent pas lire et écrire et d'autres. Alors, c'est plus, quand elles sont très, très débutantes à l'oral, c'est plus compliqué de gérer cette hétérogénéité, mais globalement, on est dans de la pédagogie de projet. Donc, en fait, on s'intéresse enfin, au départ, ce qui permet de constituer un groupe, ce sont les besoins des personnes. Il faut que leurs besoins soient communs. On va s'appuyer sur cette homogénéité-là pour faire avancer, en fait, chacun un petit peu chacun à son rythme, en fait. Donc, ça demande effectivement plus de préparation parce qu'il faut prévoir des activités pour, je sais pas, les grands débutants à l'oral, trouver des supports audio pour ceux qui sont, pardon, grands débutants écrits, trouver des supports audio pour ceux qui vont avoir besoin de travailler l'oral en priorité, etc. D'accord. Lucie vous demande également si vous travaillez avec un comédien. Alors, j'ai jamais pu. J'aimerais bien. Mais il y a des choses qui se sont faites. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. J'ai une amie qui est metteur en scène et qui a beaucoup travaillé dans le cadre des ASL sur Corbeil-Essonnes et puis je ne sais plus où, et qui a vraiment monté des spectacles coécrits, monté, donc a fait ou adapté en fait des textes. J'aurais bien aimé, mais je n'ai jamais pu avoir, enfin, je n'ai pas eu les subventions ou en tout cas, je n'ai pas eu l'offre qui me permette de faire ça. J'espère que vous aurez l'occasion J'aimerais bien, oui. prochainement d'avoir cette possibilité. Une réaction d'Hélène Dupuis. Je suis tout à fait d'accord que ce genre de projet est libérateur de parole. Donc, les gens qui ont pratiqué, j'imagine, qui ont mis en place des pratiques similaires manifestent le même résultat. Il nous reste peut-être 2 petites minutes avant de faire une pause de 5 minutes et d'enchaîner avec la présentation suivante. Je ne vois pas pour l'instant d'autres questions. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez rencontré de la résistance à un moment donné de la part de vos apprenants ou apprenantes pour un projet, pour une sortie, pour… Bien sûr, bien sûr. Comment vous les gérez? Ce sont des adultes et si elles n'ont pas envie ou si elles ne font pas. Et en fait, je n'impose rien et simplement, je m'appuie sur les restitutions. Et je me souviens tout au début, quand j'ai commencé à travailler sur le théâtre, effectivement, il y avait des personnes pour qui ce n'était pas du français, ce n'était pas du travail et donc qui ne voulaient pas participer. Et donc, elles ne sont pas venues. Hein. Et en fait, ce sont les restitutions qui ont fait regretter
parce que effectivement, les personnes qui avaient participé et qui ont témoigné, puis on a continué le travail hein, d'apprentissage du français. Et en fait, là, elles ont commencé à se dire qu'elles avaient peut-être un peu raté quelque chose. Et la fois d'après, eh ben, elles sont venues. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc, vous ne le prenez pas mal. Ah non, D'accord. non, 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 non. Mais non, il n'y a, pas de raison. Enfin, je veux dire, j'ai affaire à des adultes et les adultes, enfin, je veux dire, je ne suis pas là pour imposer, mais pour donner envie et pour montrer que effectivement, c'est une autre façon de travailler le français. Alors, on n'est pas en sortie à longueur de temps, mais le principe quand même des ASL, c'est de favoriser en fait le va-et-vient entre l'espace atelier et l'extérieur. Et donc, de toute façon, après, mes participants ont l'habitude de voir, j'invite des partenaires extérieurs, éventuellement. Voilà. Et puis, le fait aussi, par exemple, d'aller visiter le théâtre, c'est une façon aussi de les mettre en condition et de se dire, ah bah, tiens, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup, Marie. Il est Merci. 10h40, on est obligé de s'arrêter pour faire une petite pause de 5 minutes et on se retrouve à 10h45 pour prochaine intervention. Merci et à tout de suite.